Hello les sacs de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On tient d'abord à vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait super plaisir. On continuera de produire du contenu intéressant et on attend impatiemment vos retours. Et d'ailleurs, le prochain objectif de la chaîne, c'est les 20K. Et on aura une très grosse surprise pour vous, alors n'hésitez pas à vous abonner. Passons au sujet que tout le monde attend avec impatience, la review du scan 990. On a préféré la sortir ce vendredi pour que vous puissiez avoir une dose de One Piece quand même. Mais concernant le scan de cette semaine, les choses se mettent toujours en place, mais ça accélère. Et entre les ennemis qui tombent et les alliés qui font leur apparition, on tend vers l'équilibre des forces. On a hâte de décrypter tout ça. Allez, c'est parti! Pour la cover, on continue avec les aventures de Bege et sa Oh My Family. Après l'abandon de Pond, celui-ci s'est mis à les poursuivre à la nage, et ce, malgré l'attaque de la marine. Il avait même dégainé la preuve ultime, un médaillon avec une photo de ses enfants. Et bien maintenant, Lola et Chiffon le croient, et ils le hissent sur le bateau. Et leur argument c'est « Maman disait souvent que notre papa était têtu, et qu'il ne lâchait pas le morceau !» Observation 1, c'est une preuve ça? Ils n'ont même pas évoqué le médaillon. Si on regarde tous les héros de One Piece, leur grand atout c'est qu'ils ne lâchent jamais. Luffy, Kyros, Kinemon, Oden, Barbe Blanche, les deux sœurs ont cru que c'était leur père à chaque fois. Observation 2, on est sur la fin de cette histoire, et on pense que pour la prochaine cover, Pond sera enfin sur le pont du bateau. Et pour la cover du chapitre 992, on verra la famille s'éloigner en s'échappant des marines. Puis on aura une belle transition avec des images lambda, et enfin au chapitre 1001, car on aura la plus belle des pages couleurs pour le chapitre 1000, on arrivera sur une série de covers intéressantes, peut-être en relation avec la rêverie ou les révolutionnaires. Première vraie page du chapitre. L'histoire se tourne d'emblée vers le côté ouest d'Onigashima, exactement là où Denjiro avait attaqué Sasaki. Le Tobiropo qui était retenu par d'énormes chaînes à un arbre est maintenant debout. 3 gifters sont présents et s'excuse de ne pas être venu plus tôt. Sasaki semble avoir été libéré par un heureux hasard, la superbe attaque de Big Mom qui a créé un trou dans le côté gauche d'Onigashima et qui a détruit l'arbre auquel il était attaché. Sasaki dit clairement qu'il se moque de l'histoire de Wano, mais qu'il ne digère pas la trahison de Denjiro, et finit par s'intéresser au bruit qui vient du sommet du crâne. Les gifters lui apprennent que Kaido se bat actuellement là-haut. Observation 3, ça c'est étonnant, on sait que les Tobiropo ont tous un fruit du démon, en tout cas on présume pour les 3 derniers. Et là, Sasaki ne semble pas avoir été attaché avec des menottes en granit marin. Pourtant Wano est le lieu qui abrite les artisans qui peuvent le façonner. Le blast de Big Mom a brisé les chaînes. Et même si ce n'était que l'arbre, les chaînes seraient toujours attachées à ses poignets. Denjiro n'est pas assez idiot pour avoir laissé les clés dans le coin. Et pire, il aurait pu éliminer pour de bon un ennemi. Et il ne l'a pas fait. Hypothèse 1. Denjiro a-t-il fait exprès d'utiliser des menottes classiques? Si on se rappelle la scène où Sasaki se fait attacher, il a l'air d'être assez proche de Denjiro. Et est même très content de le voir. Ça indique bien qu'ils sont amis et c'est confirmé par le fait que Sasaki lui en veuille pour sa trahison. Et bien c'est possible que Denjiro soit certain de pouvoir convaincre Sasaki de changer de camp. Et son amitié envers lui l'empêche de le tuer. Hypothèse 2. Dans le scan précédent, on avait émis l'hypothèse que tous les supernovas se retrouveraient sur le crâne et se battront contre Kaido. Et bien on va étoffer ça. Les Tobiropo ne vont pas s'arrêter dans la salle de concert, mais vont tous se diriger vers le sommet du crâne. Du côté de Kaido, la bataille fait rage. Le choc entre les Minks et les Gifters ont bien commencé. Et on a le droit à de beaux visuels. Les Minks virevolent dans le ciel sur leur forme de sous-longue. Les éclairs éclatent dans tous les sens. Les Gifters sont tous en sang. Nagi a l'air de se faire assaillir de tous les côtés et se retrouve avec des épées dans tout le corps. Shishinian, le lion, fend le champ de bataille. Jack débarque sous sa forme de mammouth et éclate tout sur son passage. Des Minks volent dans tous les sens et l'un d'eux tombe au pied de Kinemon. Dans tout ça, Kaido ne bouge pas d'un cil. Le renard de feu regarde Jack dans les yeux et veut dégainer son arme, mais il est stoppé par Inu et Neko. Ils sont enfin sur leur forme de sous-longue et hurlent à la lune. Ils font savoir que c'est à eux de s'occuper de Jack. Et comme il avait déjà fait à Zou, ils lui sautent dessus, ensemble et sous leur forme ultime. Observation 4. Elle est géniale cette scène. On voit la supériorité de la forme sous-longue sur les gifters, car ils ont l'air survoltés sur le champ de bataille. Ils enquiquinent même Nagi qui semble chuter en arrière. Le seul qui tient la route, même s'il est blessé, c'est Jack. Mais on a une grosse déception, comme vous tous, en voyant Shishilian sous cette forme. Ça nous rend totalement triste de ne pas avoir vu Pedro sous cette forme. Observation 5. Inu et Neko ont l'air totalement terrifiants sous cette forme, mais notre toutou préféré est totalement changé. Son ombre ressemble limite à celle d'un loup, voire un loup-garou. Observation 6. Kaido et les autres fourreaux rouges semblent attendre que le champ de bataille se vide. Pour Kaido, c'est compréhensible. Il laisse les sous-fifres être de la chair à pâté. Mais pour les fourreaux rouges, ça nous étonne un peu. Ok, ils doivent s'économiser pour Kaido, mais quand même, laisser leur allié se faire abattre comme ça. Hypothèse 3. Les deux lords vont bien se battre avec Jack. Et ce sera leur grande bataille de Wano. Ils n'enchaîneront sans doute pas avec la bataille contre Kaido, mais auront fait leur part du travail pour affaiblir les 100 bêtes. Abattre une calamité, ce n'est pas rien. Dans la salle de spectacle, les bruits de la bataille se font entendre. King quitte le ciel et se pose à côté de Queen. Et comme à leur habitude, ils s'engueulent. Ils remarquent la présence des prisonniers évadés, dont Yogoro, et surtout leur enfoiré de leader, le chapeau de paille. Queen se pose des questions sur leur évasion. Il n'arrive pas à croire que Babanoki n'ait pu rien faire, ou qu'il ait obéi sous la menace. Observation 6. Queen a vraiment une confiance totale dans ses hommes. C'est vraiment étonnant venant de quelqu'un pareil. Mais bon, pourquoi il ne pense pas que Babanoki s'est fait capturer? Eh bien ne l'oublions pas, il l'a tous les jours par Dandanmushi. C'est Queen qui est en charge d'Udon, il doit s'assurer que tout se passe bien. Et pour lui, Babanoki agissait normalement. Hypothèse 4. N'oubliez pas, on est dans un équipage qui adore la violence et qui ne jure que par la puissance. Pour Queen, Babanoki sait très bien qu'il se fera battre à mort s'il cède à la torture de l'ennemi.
Observation 7. Attendez, vous vous rappelez d'Orochi? Le sadique décapité il n'y a pas longtemps. Eh bien souvenez-vous, il avait un espion parmi les alliés, Kanjuro. Il était au courant de la grande évasion et dans ses rapports à son maître, il l'a forcément dit. Alors pourquoi Orochi n'a rien dit à Kaido? Hypothèse 5. Orochi, malgré sa mort, nous cache encore des secrets. On s'explique. Il n'avait pas parlé de Hiyori à celui-ci. Et maintenant il cache l'évasion d'Udon. Il avait largement le temps d'en parler, et même de se vanter de les avoir arrêtés en détruisant les ponts. On est certain qu'il cache encore pas mal de secrets. King tente de prendre contact avec les Tobiropo, et on a le droit à un focus sur X-Drake et Hawkins, qui sont dans une pièce du château et discutent. L'infiltré de la marine dit clairement aux pirates: c'est le chaos là-haut, t'es pas ici de ton plein gré, tu peux changer de camp. Hawkins s'en fout et rétorque avec une nouvelle probabilité, 1%. C'est le pourcentage de chance qu'un certain homme survive avant demain. Observation 8. X-Drake a l'air de croire qu'il a une relation particulière avec Hawkins. Ces temps-ci on les voit souvent ensemble, mais aller jusqu'à lui parler librement du peu d'estime qu'il a pour la fidélité à l'équipage de Kaido, serait-il allié? Hypothèse 6. On s'avance, mais il faut être audacieux. L'homme avec 1% de chance de survie, c'est Luffy. Ça nous semble évident. Il s'attaque à plus gros que lui, de Yonkou, et se fait avoir depuis le début. Mais une autre raison nous pousse à penser ça. Pour le Gear Second, la contrepartie était une espérance de vie un peu réduite. Le Gear Third, un rétrécissement du corps, et sans doute les mêmes contraintes pour sa vie. Le Gear Fort, il devient amorphe et incapable de se battre pendant de nombreuses minutes. Et pour le prochain Gear, il faut imaginer quelque chose capable de battre Kaido. Quelque chose d'énorme, de surpuissant, mais en contrepartie, il risquera sa vie. Voilà les 1%. Mais revenons à notre histoire. X-Drake décroche enfin et c'est un Denden Mushi de groupe avec tous les Tobiropo. King leur annonce la fin de la chasse à l'homme. Même s'ils ramènent Yamato, ça ne servirait à rien. Ils ne pourront pas défier une calamité. Il est l'heure de faire une pause dans les affrontements internes et de ramener l'ordre. Ulti et Pagewell sont à nouveau ensemble. Et leur petit jeu gentil maîtresse esclave rebelle continue. King leur dit de stopper ces gamineries et il faut à tout prix empêcher les ennemis d'arriver là-bas. Ils ont carte blanche pour les arrêter. Observation 9. Oh non, notre théorie du Page One équivalent de Sanji qui débarque et renverse la bataille tombe à l'eau. Mais par contre, il est juste lent. Plus lent qu'Ulti en tout cas. Hypothèse 10. Même si King leur a dit de retenir les intrus en bas, on pense que nombre d'entre eux vont grimper là-haut. Sasaki veut se venger de Denjiro et donc se rendre sur le crâne. Ulti voit un culte à Kaido et voudra sans doute être à ses côtés. Page One la suivra et pour les trois derniers, Wuzhu, X-Drake et Black Maria, on verra ça plus tard. La conversation se termine sur une phrase importante de King. Ne les sous-estimez pas. Wuzhu débarque dans la salle où se trouvent X-Drake et Hawkins. Il demande de l'aide à X-Drake. Il veut profiter de cette confusion pour abattre son ennemi, Queen. X-Drake refuse et fait mine de ne pas apprécier le fait de vouloir diminuer les forces de combat à un moment pareil. Mais quel bon acteur! Pendant ce temps, l'autre Supernova tire toujours ses cartes et semble perplexe. Dans la cour du château, les Numbers se déchaînent encore. Malgré la chute de leurs collègues, ils sont à fond. Les samouraïs leur foncent dessus et défoncent les gifters sur leur chemin. Mais soudain, les Onibawan débarquent et lancent une contre-attaque éclair. Leur chef, par contre, semble se détourner du champ de bataille. Sans un mot, il leur tourne le dos. Otei, le leader des samouraïs ennemis, est le seul à le voir. Mais que se passe-t-il? Observation 10. Fukurokujo sent-il le vent tourner? Ça peut être un acte symbolique de se détourner du champ de bataille. Et comme sa vie n'est que trahison et soumission au plus fort, ça peut faire sens. Les samouraïs se placent entre les Mugiwara et l'ennemi, et dans un excès de courage, attaquent les géants antiques qui semblent ne rien sentir. Goki dégaine sa massue et frappe de toutes ses forces, mais rien ne se passe. Zoro a tranché la massue en deux. Luffy double les samouraïs et leur dit qu'ils ne sont pas de taille face à ça. C'est à eux de s'occuper des géants antiques. Le fragment de massue tombe sur les alliés, mais d'un geste de la main, le paladin des mers l'arrête. Nouvel acte badass pour le nouveau Mugiwara. Luffy fonce sur le pseudo-os et hurle que si cette chose est vraiment comme le démon a pris leur barque, que maintenant c'est différent. À l'époque, ils ont dû s'y mettre tous ensemble pour le battre, mais maintenant ils sont bien plus puissants. Le héros dégaine son gear fort et s'apprête à frapper alors que Juki débarque. Yugoro fait la remarque que sous cette forme, Luffy ressemble à un Myo. Minute histoire. Mais qu'est-ce qu'un Myo? Eh bien dans le panthéon bouddhiste, un Myo est une divinité de la sagesse. Fortement inspiré du Shiva des hindous, il a toutes les caractéristiques du dieu guerrier, car il défend le monde contre les démons, possède des armes redoutables et sa colère se voit sur son visage et par l'apparition de flammes qui l'entourent. C'est très intriguant, mais on prévoit une belle vidéo à ce sujet. Observation 13. Alors là, on ne cache pas notre double déception. Premièrement, Zoro, Jinbei et Luffy tiennent clairement le premier rôle dans cette scène épique. Et Sanji, eh bien, il retourne à l'anonymat. Il redevient un Mugiwara lambda. Un nouveau Monster Trio est affiché. C'est la seconde fois depuis le début de l'arc qu'il est relégué à la deuxième place. Quand ils avaient mis à mal les sentinelles à l'entrée de l'île, Jinbei et Zoro avaient des cases bien séparées. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième déception, la tête d'Usopp. Il renoue avec ses mauvais penchants. Il a peur. Alors que la dernière fois, dans le tank, c'était lui qui fonçait pour sauver Momo. Et Chopper avait totalement peur, alors que lui avait tout le courage du monde. Ça nous avait étonné, mais bon, après tout, il est fidèle à lui-même. Observation 14. Étonnant. Luffy prend cette forme pour attaquer un Numbers. Or, il ne l'avait pas fait face à deux Tobiropo. Même s'il avait voulu s'économiser, c'est quand même un peu bizarre. La dernière fois, il l'avait utilisé face au bateau attaquant les samouraïs sur le chemin de Nigashima. Et là aussi, il n'en avait clairement pas besoin. Est-ce qu'il sous-estime les Tobiropo?
Sur le balcon, X-Drake est en sang, à genoux devant Queen et Woozoo. Hawking est dans le fond de la salle et les observe. Le Tobiropo vraisemblablement déchu ne comprend pas ce qui se passe. Il était là pour assister et aider à l'assassinat de Queen. Et pourtant, c'est lui qui se fait attaquer. Queen lui dit que c'était lui la cible, et depuis le début. La calamité l'interroge. Sale déchet, quelles sont tes véritables intentions? Qu'est-ce que tu manigances? Pour quelle organisation? Woozoo lui annonce qu'il avait vu l'aide qu'il a fournie à l'eau dans la prison. Et Hawking acquiesce. Il dit avoir réfléchi par lui-même et l'avoir dénoncé. Drake, à bout de force, ne veut rien dire, même sous la menace de torture criée par Queen. Et alors qu'une explosion secoue le balcon, il en profite pour s'enfuir. S'éjecte du traquenard et pendant sa chute, il se demande comment faire. Retourner au QG? Non. Mais une phrase lui revient en tête, celle que Kobe lui répétait sans cesse. Luffy-san est quelqu'un d'incroyable. Et alors que sa chute le ramène droit vers Juki, il aperçoit son seul espoir, Luffy au chapeau de paille. Et en le sauvant de l'attaque du géant, lui crie dans une scène épique: Luffy, je suis un soldat isolé, permets-moi de me battre à tes côtés. Et celui-ci lui répond de façon encore plus géniale. Hein? Et c'est la fin du scan. On peut pas dire que c'est un scan qui fait grandement avancer la bataille, mais on a adoré. Les choses continuent de se mettre en place et surtout, on voit tous les Tobiropo. Mais forcément, quelques petites choses nous intriguent. Observation 16. Hawkins, le petit salaud. Mais on s'en doutait, non? Avec ses cartes soi-disant infaillibles, il a dû voir que s'il ne dénonçait pas Drake, ses chances de survie seraient bien réduites. Hypothèse 7. Cette hypothèse, on la répète assez souvent, et on le fera de plus en plus. Mais on est sûr que la bataille finale contre Kaido sera une bataille finale contre tous les supernovas présents, sauf Apo, cette enflure. On voit bien une scène où ils se relèvent un par un. Law, Kid, Drake, Zoro et Luffy. Et dans tout ça, Hawkins verra les pourcentages de victoire grandir de plus en plus, et comprendra que s'ils changent de camp, ils seront à 50%. Observation 17. Queen semble être le seul à avoir affronté Drake. Woozoo n'a pas son sabre de dégainé alors que la lame de Queen est sortie et du sang est présent sur le tranchant. Hawking aussi n'a pas l'air d'avoir bougé. Mais forcément, Queen est plus fort qu'un Drake pris par surprise. Observation 18. Pourquoi Queen n'a pas compris qu'il travaillait toujours pour la marine? C'est super bizarre, non? Il est de notoriété publique que c'est un ancien marine. Alors pourquoi ne pas faire le lien de suite? Woozoo non plus ne semble pas avoir capté. Il demande pour quelle organisation il travaille. Hypothèse 8. Existe-t-il d'autres organisations dans le style du Baroque War qui infiltrent souvent les grands équipages? On s'est toujours posé cette question depuis Alabasta. Et le fait que Queen ne dise pas de suite que c'est la marine ou le gouvernement, ça peut être un début de réponse. Peut-être pense-t-il aux révolutionnaires. Après tout, ils auraient pu essayer de libérer le peuple de Wano. Observation 19. Une chose nous saute aux yeux, mais on est prêt à parier que c'est une coïncidence. Lorsque Drake crie à Luffy qu'il veut s'allier à lui, il ressemble à King Riku. C'est troublant, non? Hypothèse 9. Luffy va forcément lui dire: fais ce que tu veux, mais ne reste pas sur mon chemin. Il en aura marre de se faire interrompre. Et surtout, un allié en plus, ça ne fera pas de mal. Mais quel type d'allié va-t-il être? De circonstance ou durable? On s'explique. Drake s'est fait passer pour un pirate. Or, qu'en est-il de son équipage? Est-ce de vrais pirates ou aussi des infiltrés? Personnellement, il nous semble logique qu'il ne le soit pas. Ça serait bien trop remarquable. Et personne n'accepterait dans ses rangs un équipage composé uniquement d'anciens marines. Même pas Kaido. Voilà pourquoi il se présente comme un combattant isolé. Même son équipage est fictif. Pour une fois dans les reviews, on va faire une hypothèse qui sera pas pour les prochains scans, mais pour après cet arc. Et si X-Drake était le 11e Nakama? Oda nous surprend toujours à chaque événement. Et là, X-Drake, personne ne s'y attendrait. Et s'il refusait de revenir dans la marine, il se sentirait une dette et un respect absolu pour Luffy. Et finirait comme Kobe par le trouver incroyable. On ne va pas plus loin, mais c'est une idée à méditer. Autre possibilité, il serait le garde de cette nouvelle génération. On pense souvent à Kobe, mais X-Drake est déjà l'équivalent de Luffy. C'est un membre de la pire génération. Voilà, c'est la fin de notre interprétation du scan 990. Vous l'avez bien vu, celui-ci a soulevé beaucoup plus de questions qu'il nous a donné de réponses. Et on a hâte de voir les combats qui en résulteront. En tout cas, on est sûrement passé à côté de certains détails. Et on compte sur vous pour nous le dire en commentaire. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.